Renata. Bonjour. Et puis surtout, merci d'avoir accepté de contribuer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. Alors, je voudrais dire quelques mots à ton sujet, mais pas beaucoup, parce que l'idée c'est que tu complètes. On se connaît depuis longtemps, mais dans une vie hors développement personnel, une vie professionnelle pas très, pas très développement personnel. Après ces années-là, tu as fait un tour du monde et après ton tour du monde, tu t'es lancé dans une formation pour devenir directrice de crèche, c'est ça? Oui, Et après ça, tu as développé donc ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire une démarche de parentalité consciente avec un programme qui s'appelle Parents connectés. Est-ce que tu peux me donner, voilà, en dire un peu plus que ce que j'ai dit là, parce que c'est très très résumé quand même. je pense que tu as raté un point essentiel dans tout ça. C'est qu'après le tour du monde, je suis devenue maman. Ah Et voilà. c'était ça le début. C'était ça le début. C'est que avant d'être maman, je pensais que j'avais une vie sous contrôle. J'étais bien dans mon travail, j'étais bien dans mes activités en dehors du travail, j'étais bien dans mon couple, tout était contrôlé. Je regardais cette image, j'étais admiratrice devant elle. Et puis, je suis devenue maman. Et c'était le chaos, mais avant tout à l'intérieur de moi. J'ai compris que l'impact que je pensais avoir sur ma vie, le contrôle que je pensais avoir de ma vie, tout ça, ça volait en éclats. Je ne me reconnaissais pas. Il y avait des sentiments qui remontaient, je ne savais pas quoi faire avec. Je me disais, mais ça, c'est pas moi, je veux pas de cette personne, elle est en colère, elle se sent impuissante, elle ne sait pas comment faire, ça, c'est pas moi, je la veux pas. D'où est-ce qu'elle vient, je sais pas, mais je la veux pas ici. Et alors, j'ai commencé, donc j'ai quitté mon travail, non pas parce que je n'étais pas capable de continuer à travailler, je n'étais pas en dépression ni rien, j'ai quitté mon travail parce que je me suis dit, je sens quelque chose de nouveau naître en moi et le travail que je faisais jusqu'ici, je sens que je perds tout l'intérêt, en fait, ça ne m'intéresse plus. Donc, j'ai quitté mon travail, j'ai commencé cette formation de vous parler, donc c'était pour devenir la directrice d'une crèche parce que ça faisait déjà un an ou deux que j'étais avec mes enfants à la maison et j'ai vu à quel point il y a quelque chose qui se passe dans ma relation avec les enfants qui vient me guérir moi en fait. Et donc je voulais creuser plus, aller voir, je ne comprenais pas ce que c'était et je voulais voir ce que c'est. Et donc en faisant cette formation, j'ai continué aussi les conférences, les séminaires en ligne, plein de choses et je commençais à prendre des notes. Et un jour, je me suis trouvée avec presque un livre écrit de ma propre main sur des choses qui me touchent, sur des regards que j'ai pu avoir sur des situations et que j'ai importé dans ma vie. Et je regardais tout ça, je regardais mes enfants et je me disais, mais c'est avec ça que je veux travailler et c'est de ça dont je veux faire mon métier. Parce que c'est quelque chose qui est tellement à l'intérieur de moi, ça m'habite, je vis là-dedans. Et donc, j'ai fini ma formation. Et puis, on a déménagé entre-temps. Donc, on a habité en Belgique. J'ai quitté la Belgique. Je suis revenue vivre en Lituanie. Et, euh, et au lieu d'ouvrir une crèche, parce que c'était la période de Covid, donc les crèches et tous les établissements de formation étaient plutôt fermés et les enfants étaient à la maison, je me suis dit, alors avec quoi je démarre ce projet qui me tient toujours à cœur et je vais rester là-dedans. Et je me suis dit, puisqu'on est tous à la maison, et les enfants et les parents, je commence avec ça. Je commence avec le projet qui s'appelle Parents connectés, c'est-à-dire comment être connecté à son enfant et d'abord à soi-même pour être bien dans notre parentalité, mais aussi dans notre vie de manière générale, parce qu'après, ça touche tous les domaines de notre vie. Et comment, au lieu de survivre à la maison avec les enfants, comment vivre à la maison ou au travail avec les enfants, avec son partenaire, comment vivre. Voilà, c'était ce qui manquait dans ta présentation. Trois fois rien. Alors, quel âge ont tes enfants là, actuellement? Ils ont 7 et 8 ans. 7 et 8 ans. Ok, super. Bon, est-ce que tu peux nous parler de parents connectés? Oui,
Donc, c'est un projet qui comprend des conférences pour les parents, des séminaires pour les parents, un groupe aussi privé de soutien aux parents que j'anime, des consultations. Les parents qui viennent, c'est les parents qui, à un moment donné, se sont dit, il y a quelque chose qui manque dans la vie, ou il y a quelque chose qui me déplaît dans ma vie, et donc, pour rester dans la thématique, dans la famille. Donc, ce voyage commence très différemment. Il y a des gens qui, par exemple, rentrent chez eux à la maison après la journée de travail et qui se disent, finalement, je vais pouvoir me détendre en famille, on va pouvoir partager comment s'est passée notre journée. Et puis, je rentre et je rencontre le regard indifférent de mon partenaire, par exemple. Ou je rentre, je vais chez les enfants dans leur chambre, les enfants adolescents, et ils me demandent de refermer la porte, mais de l'autre côté. Ou je veux échanger avec mes enfants qui sont plus jeunes, mais c'est le chaos total. Les enfants pleurent, je ne comprends même pas pourquoi, mais pourquoi? Vous avez de quoi manger, vous êtes habillés, on part en vacances, vous avez des jouets à ne plus savoir quoi en faire. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous battez entre vous? Pourquoi vous êtes mécontents? Et donc, on se retrouve parfois dans les situations où, au lieu d'avoir envie de rentrer chez soi, on se dit, mais je préfère encore travailler et rester au bureau. Parce que là, quand je vais rentrer, c'est en plus du travail supplémentaire, le deuxième service qui commence, j'en veux pas. Et donc, les points d'entrée dans cette déconnexion de nous-mêmes, elle est très différente pour chacun de nous. Les situations, elles sont pareilles, mais on rentre par des portes différentes. Mais en gros, à un moment donné, on sent qu'on ne s'y retrouve pas, en fait. On a une famille, on devrait être content, on devrait être heureux avec eux, et on se retrouve tout le temps à crier les uns sur les autres, à ne pas échanger, à ne pas se voir, à ne pas avoir envie de passer du temps ensemble. Et donc, on arrive à ce sentiment, ça ne va pas. Je veux autre chose. Je veux autre chose, c'est pas ça. Je les aime, je vais être avec eux, je veux trouver un moyen, comment je vais me connecter avec eux. Et donc, voilà, le projet, c'est tout ça. Et on apprend tous ensemble comment on établit la connexion, d'abord avec soi, parce que c'est quelque part, on s'est perdu nous-mêmes, et ensuite avec notre partenaire et nos enfants. Donc, c'est le projet global pour toute la famille. Est-ce que, alors tu parles de conférences, de programmes, de groupes. Est-ce que tu peux, comment dire, détailler un petit peu tout ça? Parce que toi, tu connais, mais nous, on arrive et là, tout à coup, il y a un paysage de choses avec plein de propositions différentes. Euh, donc, comme je disais, chacun entre dans quel que soit le programme par sa peur d'entrée. Donc, il y a des gens qui sont au point où ils se disent, c'est nouveau pour tout ça, je ne connais pas. Ça veut dire quoi être connecté à soi-même? Comment on peut être connecté à soi-même? Ça veut dire quoi chercher la connexion avec les enfants? On est tout le temps ensemble. Qu'est-ce que je dois chercher de plus? Et donc, il leur manque vraiment des connaissances, on va dire, de base sur comment les enfants fonctionnent, quels sont leurs besoins selon l'âge, à quel âge ils sont capables ou pas capables de faire certaines choses, comment ils nous écoutent, comment ils nous entendent, comment on peut passer le message sans crier. Et donc, il y a des programmes qui sont vraiment plutôt en théorie théorique, c'est-à-dire on va partager les connaissances avec les parents pour faciliter leur quotidien. Par exemple, un enfant de 3 ans, comment on fixe une limite avec un enfant de 3 ans? Ce ne sera pas tout pareil qu'avec un enfant qui a 10 ans, parce que leur cerveau est différent, ils n'ont pas du tout les mêmes ressources internes, et donc le discours qu'on va donner à l'enfant, il sera différent. Donc, les conférences, c'est plutôt le point de vue technique ou théorique sur la parentalité et notre relation avec les enfants. Les programmes, ça va être plutôt pratique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai entendu tout ça et que maintenant j'ai déjà le savoir, mais je rentre chez moi, ça ne marche pas. J'essaie de parler comme ça, tranquillement, et mon enfant tourne le dos, il s'en va. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et alors, je crie comme avant ou je le pourchasse? Comment je fais là? Il ne m'écoute pas. Donc, les programmes, c'est plutôt sur la pratique, c'est-à-dire comment passer d'une habitude qu'on avait de comportement à la maison à une autre habitude. Donc, là, on accompagne les parents vraiment sur des ateliers, des pratiques, vraiment pratiques, concrètement, comment j'implémente ça. Et puis, il y a des gens qui traversent des situations vraiment très difficiles, qui ont aussi une préhistoire,
de leur propre enfance, qui est très influençante sur leur manière d'être parents. Et là, à ces gens-là, en plus, je propose des consultations individuelles. Donc, il n'y a que la famille. Très souvent, c'est papa et maman, mais ça peut être aussi juste maman ou un papa. Ça dépend. Si papa ne veut pas faire partie de ça, on ne le force pas. Si maman ne veut pas et papa veut. Donc, ça dépend. Mais donc, c'est un à un. Et on pense, on discute, on parle de la situation concrète de leur vie, de leur famille, qui leur fait à tous beaucoup de mal. Ils en souffrent beaucoup, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'ateliers que tu proposes avec des thématiques Donc, il y a des choses très différentes et la règle numéro 1 de tous les ateliers, c'est que ça doit servir aux parents. Donc, ça dépend aussi de l'âge de vos enfants. Mais si je dois, comme ça, énumérer des thématiques générales, plus ou moins pour toutes les familles, tous les enfants, donc forcément, on va parler des émotions. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant éprouve une émotion? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On sait tous, en théorie, que les émotions, il faut les accueillir, c'est bien les émotions, et il n'y a pas de mauvais et bon, tout est bon, mais en même temps, devant une situation concrète, un enfant crie, on dirait qu'on le coupe en deux tellement on le crie, et on est là, et je fais quoi là? Et là, c'est bon, je dois encore laisser pleurer, ou là, je dois déjà intervenir? Voilà, donc sur les émotions, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant éprouve une émotion? Parce qu'il y a des émotions qui nous posent toujours plus de problèmes que d'autres. Quand un enfant est heureux, on se dit, ah mais ça c'est tout à fait normal, il est heureux, il doit être heureux, c'est normal. Mais quand un enfant est en colère, par exemple, qu'il devient destructif dans son comportement, là tout de suite, on n'a plus du tout la même approche envers l'émotion et on confond l'émotion et le comportement. Donc voilà, un atelier sur les émotions, comment ne pas confondre une émotion et un comportement. Un atelier sur les limites, comment on va faire respecter certaines limites à la maison, parce qu'à la maison, il y a les enfants et les parents. Et de ce point de vue, j'apprends toujours aux parents qu'on est tous égaux, c'est-à-dire que les besoins de chacun doivent être pris en compte. Donc, comment respecter les besoins des enfants, mais aussi ceux des parents, parce qu'il y a aussi des situations où les parents rentrent chez eux, ils disent, mais j'ai même pas ma place, il y a tellement de bruit, il y a le chaos, je sais même pas où aller. Donc, puisqu'on est tous égaux, on est tous humains pareils, hein. On n'est pas plus humains que les autres. Donc, les besoins de chacun doivent être pris en compte et comment faire ça à la pratique dans la maison, donc comment établir les limites pour que tout le monde se sente bien. On parle de l'éducation sexuelle, c'est-à-dire comment parler aux enfants de tout petit âge de leur corps, comment les apprendre à respecter que leur corps, c'est à eux. Il n'y a que eux qui décident s'ils sont d'accord qu'on touche leur corps. Ça comprend aussi des bisous. Il y a plein de parents qui se disent mais je ne comprends pas, comment ça tu ne veux pas faire un bisou à ton papy ou à ta mamie, mais ils vont tellement en détresse, va faire un bisou. Mais si un enfant n'éprouve pas un plaisir à le faire, s'il ne veut pas, quand on dit à l'enfant de tout petit âge, mais tu sais, ton corps ne t'appartient pas, c'est les autres qui décident s'ils veulent t'embrasser, s'ils veulent te prendre dans leurs bras, etc. Et ben, on s'est rendu compte que plus tard, quand les enfants sont plus grands, et surtout les filles, quand elles commencent à avoir des relations intimes avec les garçons, il y a plein de situations où elles n'osent pas dire non, parce que des tout petits, on leur a fait croire que leur corps ne leur appartient pas. Si une tante ou un oncle veut leur faire un bisou, elles n'ont qu'à se soumettre. Mais pour les garçons, pareil. Si on apprend des tout petits que, tu sais, ton frère, par exemple, toi, tu es très câlin et tu veux le prendre dans tes bras et lui faire des bisous, mais lui, il te dit non. Il essaie de s'échapper, il te dit non, ça ne lui plaît pas. Pareil, les garçons aussi apprennent que plus tard, quand on me dit non, un consentement physique, on me dit non, ça veut dire non. Pas parce que j'ai envie et que ça va être un geste d'amour que je peux le faire. Si on me dit non, ça veut dire non. Donc l'éducation sexuelle, de tout comment parler avec les enfants, de tout petit, sur leur corps et leurs limites de leur corps physique. Aussi le lien, donc la relation parent-enfant, comment cultiver ce lien en famille, comment l'approfondir, comment être à l'aise dans ce lien. Pareil qu'il n'y a pas ni enfant ni parent qui soit supérieur dans cette relation de lien. Je parle bien de lien, pas de devoir à la maison ou pas qui va décider quoi, mais dans cette relation de lien qu'on doit tous égaux, parce que pareil, on rentre
avec notre humanité dans le lien. Donc là, on a autant chez les enfants que chez les parents. Aussi, on parle beaucoup des ateliers par tranche d'âge, par exemple, pour que les parents savent à quoi s'attendre. Donc, j'ai un enfant qui a, par exemple, de 3 à 5 ans. Qu'est-ce qui est typique comme comportement à cet âge-là? Est-ce que je dois m'attendre de mon enfant qui a 5 ans qu'il range sa chambre quand je lui dis de le ranger? Oui ou non? Et on explique pourquoi. Donc, on explique aussi comment le développement de l'enfant est programmé, physique, mais aussi psychologique, etc. Voilà, tout plein de sujets comme ça qui sont très pratiques et qu'on peut adapter vraiment dans la vie de tous les jours dans notre famille. Je t'écoute et je t'entends beaucoup utiliser le on. Vous êtes plusieurs? Ça dépend des programmes. Il y a des programmes où on est à deux. Il y a d'autres programmes où il y a plusieurs lecteurs qui interviennent chacun sur sa thématique. Et puis il y a ce groupe de soutien aux parents où on est aussi à deux. Oui, on s'est rendu compte, quand c'est des séminaires comme ça, juste un séminaire, généralement je suis toute seule, mais on s'est rendu compte que il y a très peu de messages qui n'ont pas été délivrés dans ce monde. Donc, on est tous porteurs plus ou moins du même message, si on est d'accord sur le fond du message. Mais alors, chacun va le porter à travers notre expérience, à travers ce qui fait nous, nous, et à travers ce qui fait notre expérience, la nôtre. Et donc, quand on a des parents en face qui écoutent, ils écoutent le même message, mais bizarrement, ils vont se dire, ah oui, là, je comprends. Et là, je suis, mais j'ai passé une demi-heure à l'expliquer comment ça, là, tu comprends maintenant, parce qu'il y a un autre lecteur qui l'a expliqué. Mais c'est mon message! C'est mon message! Mais c'est tout à fait normal. Moi, pareil, je peux écouter le même message sur, par exemple, je ne sais pas, la tolérance vers un autre point de vue. J'écoute une conférence là-dessus, une deuxième, un séminaire, un troisième, quatrième, cinquième. Oui, ok, j'ai compris. Et puis, j'écoute un jour un séminaire qui est exactement le même. Mais alors, la manière dont le lecteur va délivrer ce message, je vais me dire, ah, là, je vois. Donc, d'où l'idée de proposer au moins deux points de vue légèrement différents, mais sur le message de fond, on est d'accord. Donc, d'où l'idée d'être à deux ou à plusieurs parfois sur un programme. Moi, j'ai bien aimé tout ce que tu as dit sur le bisou, parce que le bisou, c'est très culturel. Et je m'interroge en Lituanie, quelle est la symbolique du bisou? Il y a des pays où les hommes s'embrassent, il y a des cultures où il y a plus de pudeur. Chez les anglo-saxons, c'est assez courant de voir un papa faire un petit bisou sur la bouche à sa fille ou la maman sur ses... La même chose ici. Voilà. Donc, mais juste au cercle de la famille proche, vraiment, donc au sein de la famille, oui, on embrasse les parents sur la bouche. Mais quand on voit d'autres gens à l'extérieur, on ne le fait pas. Ah d'accord, c'est comme ça mais, alors, ok. mais en plus, donc nous, on a deux cultures dans la maison, parce que le papa des enfants, il est français. Et donc, justement, ce bisou-là, mine de rien, c'était le fond de pas mal de discussions. Parce que en Lituanie, on a cette culture d'embrasser sur la bouche, etc. Mais c'est donc si quelqu'un le fait, donc tout est normal. Voilà, c'est normal. On ne regarde pas bizarrement en se disant qu'est-ce qu'ils font là. Mais il n'y a pas cette attente parce qu'on doit le faire. Alors que je me souviens quand les enfants étaient surtout petits et ça leur vraiment donnait pas envie d'embrasser ou de faire un bisou à quelqu'un qu'ils connaissaient pas ou connaissaient moins ou voyaient moins. Et donc, leur papa, mon mari, pour lui, c'était un vrai choc culturel. Vraiment, dans ce sens-là, il disait, mais on fait des bisous. On ne peut pas ne pas le faire. Mais on doit le faire. Et donc, on a dû vraiment discuter beaucoup là-dessus. Et il ne voyait pas ce que je disais tant que je ne lui ai pas présenté ça du point de vue de l'enfant. Et justement, quand j'expliquais à quel point c'est important que l'enfant de tout petit sache qu'on respecte ses décisions en ce qui concerne son corps, que son corps, ça lui appartient, qu'aucune autre personne de l'extérieur ne pourra lui dire « donne-moi ton corps parce que j'ai envie de faire quelque chose avec ton corps ». Même si c'est un bisou, ça pourrait aussi anodin qu'un bisou, mais ça veut dire que plus grand, et combien de filles témoignent de ça, qu'adolescentes, elles acceptent des bisous, des baisers ou autre chose, parce qu'elles n'osent pas dire non, parce que dès tout petit, on leur a dit, mais c'est pas toi qui décides. C'est quelqu'un d'autre qui va décider que tu dois prêter ton corps à quelqu'un pour faire un bisou.
Donc, tout petit détail comme ça a l'air comme ça, pas important. On peut se dire, c'est vraiment n'importe quoi. Maintenant, on ne peut plus même faire de bisous. Mais il y a plein d'enfants qui adorent faire des bisous. Et tout est bien avec ça. Ils vont donner plein de bisous à tout le monde à gauche et à droite. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas. Et on se doit respecter ça parce que c'est pas nous. En fait, c'est une autre personne, un autre humain. Et que dans cette phase de sa vie, ça peut aussi changer et ça change. Dans cette phase de sa vie, il n'est pas du tout bisou. Mais plus tard, peut-être, quelque chose va changer, il va prendre plus de confort avec les gens qui vont autour de lui et il va vouloir leur donner des bisous ou pas. Mais que quel que soit le cas, c'est sa décision, c'est pas la nôtre. Tu disais tout à l'heure euh, que, euh, euh, que le fait d'avoir des enfants, d'élever des enfants à la maison, en particulier des petits, ça fait beaucoup travailler le parent sur lui-même. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Je dirais que c'est que ça. Mais souvent, les parents viennent et me disent, alors, dites-moi comment je fais. Ah, mon enfant, il pleure tout le temps, je ne comprends pas. Voilà, j'ai 2 enfants, il n'arrive pas à partager les jouets. Alors, comment je fais? Comment je fais pour qu'il partage ses jouets? Parce que là, j'en peux plus. Là, c'est tout le temps la bagarre, ils se frappent. Je ne peux pas être tout le temps là et les séparer. Et donc, naturellement, ils viennent avec cette attente. On va m'expliquer comment je fais. Je vais rentrer à la maison, je vais appliquer ça et mes enfants vont partager les jouets. Et ça va être le paradis. Et c'est pas vendeur mon message, mais je commence toujours par ça en disant si c'est pour ça, ne venez pas parce que ce que je vais donner, ça va pas être ça. Ce que je vais donner dans les programmes, ça va être d'abord la compréhension que les enfants qui ne partagent pas leurs jouets, c'est tout à fait normal. C'est un peu comme si un bébé qui naît, on s'attendait à ce qu'il marche. Il ne peut pas. On peut écouter 15 000 programmes en ligne, on ne mettra toujours pas ce bébé sur ses jambes parce que physiologiquement, il n'est pas mûr pour faire ça. Donc, pareil, les enfants jusqu'à au moins 5 ans, tout ce qui est le contrôle des impulsions, je vois, je veux, je prends et j'arrache ça des mains, ils n'ont absolument aucun parce que cette partie du cerveau qui en est responsable, elle commence juste à se développer de 5 ans et ça continue jusqu'à 25 ans. Donc, très loin déjà quand on est adulte. Donc, quand un enfant de 4 ans ne partage pas, s'attendre qu'il partage, c'est un peu comme cogner la tête contre le mur. On peut le faire, mais ça fait juste mal. Ça ne change rien. Donc déjà, je donne cette connaissance-là, ce savoir-là qui manque. Ce que vous attendez de votre enfant est complètement injustifié. Ça ne marchera jamais. Alors, bien sûr, après, on peut apprendre aux enfants à nous écouter avec les punitions. Un enfant, il ne va pas apprendre que ou gérer ses émotions et ses impulsions et contrôler est-ce que j'arrache ou pas le jouet, mais il se dira la dernière fois quand j'ai fait ça, ouf, c'est passé quelque chose que j'aime pas et que je n'ai pas envie que ça se répète. Et alors, ok, tiens, ce jouet, je vais te le donner, mais ce ne sera pas le vrai partage. Donc, si on applique les punitions, oui, on peut corriger le comportement. Mais si on n'applique pas de punition, c'est impossible d'espérer qu'un enfant aussi jeune puisse déjà avoir cette envie de partager ou la capacité à partager. Et donc, la première chose, c'est le savoir. Et la deuxième chose, c'est on se retourne vers nous-mêmes. Moi, en tant que maman, je suis devant cette scène, les 2 enfants se bagarrent, ils ne partagent pas. Et je me demande à moi-même, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quel sens je donne à cette scène? Parce que très souvent, en corrigeant le comportement des enfants, on veut se sentir mieux. Je veux que les enfants arrêtent de se bagarrer parce que comme ça, je penserais que je gère la situation. Ils se bagarrent, qu'est-ce que je pense de moi? J'arrive pas. Je suis une maman qui est... voilà, il y a un défaut là en moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi parce que les autres, je suis sûre, ils arrivent à gérer leurs enfants et moi, j'arrive pas. Et donc, c'est tellement insupportable cette idée sur moi-même qu'il me manque quelque chose, que je suis insuffisante, que je ne suis pas assez, que je fais quelque chose mal, que je veux juste corriger le comportement des enfants parce que je me sens mieux après. Et donc, j'apprends à ne pas corriger nos propres sentiments, nos propres émotions en modifiant le comportement des enfants. Donc, d'abord, on fait ce voyage en soi et on s'introspecte et on se demande quel sens je donne à cette scène? Pourquoi elle me dérange autant? Qu'est-ce que ça dit sur moi?
qu'est-ce que cette scène veut dire sur moi dans ma tête? Et on cherche cette réponse-là. Et tous les problèmes dans la parentalité, ils s'arrêtent généralement là. Quand je vois que, mais en fait, cette scène, c'est image de moi-même, c'est comme ça que je le prends. Si mes enfants sont polis, s'ils se comportent bien, ça veut dire que je suis une maman respectable. Et là, je suis toute fière et je suis un exemple pour les autres mamans. Et surtout, ça se passe en public. Mais si mon enfant arrache un jouet de l'autre quand on est sur l'art de jeu, je pense quoi de moi? Je pense que les autres me jugent. Ils se disent, mais oh là là, mais alors chez eux à la maison, je ne sais pas comment, mais alors quelle honte. Je ne sais même pas qu'ils pensent ça, mais moi je pense ça. Moi je me sens jugée, moi je me sens mal à l'aise. Moi j'éprouve de la honte. Et donc voulant se débarrasser de ces sentiments qui me sont insupportables, je veux juste corriger le comportement de mes enfants. Moi, j'aime beaucoup la phrase que tu as prononcée: «Qu'est-ce que ça dit de moi?» J'imagine que dans le cadre de parents connectés, il y a peut-être des couples de parents, déconnectés et qu'est-ce que ça dit d'eux à ce moment-là? J'imagine que tu dois être amené à parfois gérer des différences de vision éducative, s'il y a un parent, suite aux conférences, qui a envie de changer, certaines choses, qui est convaincu et puis l'autre parent qui ne l'est pas ou qui ne s'intéresse pas à ça, comment ça se passe? Oui, il y a cette forte attente à ce qu'on soit toujours dans ce chemin tous les deux ensemble. Nous, d'ailleurs, dans tous les programmes qu'on fait, s'il y a un parent qui achète le programme, on offre toujours l'accès au deuxième parent gratuit s'il veut suivre aussi ce programme, s'il veut se joindre, parce que c'est toujours plus facile quand on est d'accord sur ce qu'on veut faire. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est tout à fait normal parce qu'on est tous des humains qui avons notre rythme et nous avançons sur ce chemin qui est la vie à des rythmes différents. Et mon chemin ne ressemble pas forcément à celui de mon mari. Ce qui m'est important dans cette vie n'est pas forcément important pour lui. Et les deux choses ont la même place sous le soleil. C'est-à-dire que si j'écoutais un séminaire, j'ai compris quelque chose, j'ai participé au programme, je réalise que vraiment être conscient, c'est important. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis supérieure à quelqu'un qui n'est pas encore là et peut-être ne sera jamais parce que sa mission dans cette vie est différente et qui je suis moi pour juger de la valeur qu'a un autre humain. C'est aussi un message qui est dur à passer au début aux parents parce qu'on vient avec une grande attente qu'on va me dire quelque chose, je vais le dire à la maison à mon mari ou à ma femme et finalement, on sera la paix. Et c'est dur, une fois de plus, de lâcher contrôle en fait. Tout est autour de je lâche contrôle sur l'extérieur, je laisse mes enfants être qui ils sont. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout comportement. Non, mais sur le fond, je laisse mon mari et ma femme être aussi qui ils sont à ce moment-là, à ce moment présent. Je respecte leur voyage, je respecte qui ils sont. Et je fais ce voyage, moi, parce que c'est important pour moi. Je ne peux pas décider pour notre personne que ça doit devenir important pour lui, ça ne l'est pas. Et alors, très souvent, la question, mais comment on fait? Mais là, je fais tout ça, j'applique toutes ces nobles idées, et mon mari ou ma femme, ben, il gâche tout parce qu'il vient et il ne fait pas comme il faut faire. Euh, et une fois de plus, il faut à nouveau se demander, mais quelle importance je donne à ce fait? Quelle importance et qu'est-ce que ça veut dire pour moi que mon mari, par exemple, a un autre point de vue sur l'éducation? Et très souvent, quand on se retourne vers soi et on pose cette question à soi, on se rend compte, c'est que quelque part, on n'est peut-être pas sur nous-mêmes jusqu'au bout. Quelque part, on voudrait être plus en sécurité, donc c'est un besoin de sécurité qu'on porte en nous. On voudrait être soutenu par les autres pour se sentir plus fort dans nos positions. On se rend compte que comme ça, on se sentirait aimé, par exemple. Et donc, pareil, ça veut dire qu'à l'intérieur, on traverse la vie avec ce manque d'amour qu'on sent à l'intérieur de nous-mêmes. Et chaque fois, on se retourne à l'extérieur et on dit,
mon mari et ma femme, donne-moi cet amour et remplis-moi. Mes enfants, comportez-vous d'une telle et telle manière, comme ça je me sentirai aimée. Et donc, au travail aussi, si mon chef ou mes collègues se comportent d'une manière envers moi dont je me sens aimée, tout va bien. Mais à un moment donné, on se rend compte dans la vie que ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas contrôler les autres humains. Si mon mari est de bonne humeur et qu'aujourd'hui, il se dit, OK, bon, on sera d'accord sur ce point de vue, on sera d'accord dans l'éducation des enfants. OK, c'est un grand cadeau. Mais compter là-dessus tous les jours, si je sais que c'est pas ce qu'il croit en lui, il n'est pas encore là, ou peut-être il n'est pas là tout simplement. Euh, Dans ce cas-là, je sais que la seule personne avec laquelle je dois me mettre d'accord sur ce qui est important dans la vie, sur où je veux aller et sur qui je veux être, c'est moi-même. Et c'est une grande libération. Parce qu'avec moi-même, je peux me mettre d'accord. Comment me mettre d'accord avec les autres personnes? C'est impossible. On est tout le temps dans le piège. On s'attend à tellement de choses de l'extérieur. Et quand on ne les reçoit pas, on est déçu. Et aussi, je crois à la diversité. Je crois que, sincèrement, deux points de vue dans la maison, différents, c'est peut-être mieux qu'un seul. Parce que d'où vient cette tolérance vers autre ou différent? Elle peut aussi venir de la famille, mais regarde, maman, elle pense ça, papa, elle pense ça, vous êtes au milieu, vous prenez, selon qui vous êtes à l'intérieur de vous, un peu de ça, peut-être un peu de ça, mais c'est enrichissant. Et surtout la manière dont on le fait. Est-ce qu'on s'accuse l'un l'autre parce qu'on fait ça? Est-ce qu'on juge? Est-ce qu'on dit, oui, mais non, mais papa, il ne sait pas du tout élever les enfants. Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'il a décidé. Ou alors maman, avec ses grandes idées, on ne peut même plus parler à la maison. Quel que soit le point de vue, mais du moment où on est dans le jugement que je sais mieux, je suis meilleur, c'est mieux chez moi que c'est lui, on offre ça comme modèle aux enfants. On leur dit, oui, on vous donne tous ces discours, être ouvert sur l'extérieur, être ouvert sur le monde, mais en réalité, il y a juste un point de vue qui est bon, tous les autres sont à éliminer, ils ne sont pas bons là. Mais si au sein de la famille, on peut vraiment, sincèrement, avoir du respect pour différents, vraiment croire que différent et pas moins bien, hein, différent est tout aussi bien que moi. Et que ça a vraiment peut-être d'autres aspects dont on ne soupçonne même pas qui peuvent avoir un effet vraiment bénéfique sur la vie de tout le monde. Et on montre ça aux enfants. Vous pouvez très bien dire à votre mari, par exemple, oh, tu sais, je t'aime, je t'adore, qu'est-ce que je suis contente d'être avec toi. Et qu'est-ce que c'est dur avec toi d'élever les enfants. Et les enfants voient quoi? Que l'amour qu'on a l'un envers l'autre, y compris vers les enfants, c'est sans condition. J'aime pas mon mari parce qu'il est d'accord avec moi sur comment élever les enfants. J'aime pas mes enfants parce qu'ils ont rangé leur chambre. J'aime pas mes enfants parce qu'ils finalement ils ont appris à partager. J'aime mes enfants et mon mari et ma femme. Point. J'aime. Et dans la vie, il y aura plein de couleurs. Il y aura des moments où je serai en colère parce qu'on ne sera pas d'accord. Il y a d'autres moments où je serai peut-être déçue. Mais toi, tout ça, ça a sa place et son droit d'être. Et ça ne vient pas grignoter ou enlever quelque chose de l'amour que je porte pour eux. On t'écouterait pendant des heures. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Quelle est la subtilité, enfin, ou la différence entre ce que tu viens de nous présenter là et ce qu'on pourrait appeler l'amour conscient? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pas différent? Comment tu vois les choses? Je ne pense pas que c'est différent. Je pense que du moment où on est dans cette... c'est quoi d'être conscient? Pour moi, être conscient, c'est d'être dans... euh, c'est d'être dans la vérité de qui nous sommes à tout moment de la journée. C'est vraiment d'écouter qui je suis et de le respecter et de le laisser voyager dans ce monde. Ne pas mentir à aucun moment, que ce soit avec mon mari ou les enfants. Donc, si les enfants viennent et disent Maman, tu veux bien jouer avec nous? Et je me dis, donc il y a deux idées qui se battent entre elles. La première, c'est tu devrais aller jouer avec eux parce qu'il faut passer du temps un peu avec les enfants pour avoir un lien fort et pour nouer des relations. Et OK,
Et la deuxième idée, mais j'ai aucune envie. Parce qu'en ce moment, je suis en train de préparer un séminaire, je suis en plein là-dedans, ça m'anime, j'ai tellement d'idées et je veux faire ça. Et donc, je peux très bien me dire et perdre ce combat et aller jouer avec les enfants, mais avec ce mécontentement pour moi-même, parce que je sais que moi, je me suis trahie dans ce moment-là. Je sais que je voulais sincèrement, à l'intérieur de moi, c'était pas ça. Et je pense que c'est très important de s'honorer à tout moment et de dire aux enfants, pareil, je vous aime, je vous adore, je suis la plus heureuse maman, je suis très contente que vous m'avez choisi moi comme votre maman. Et en ce moment, je suis en train de faire ça, j'ai prévu ça, je planifie ça, et quand j'aurai fini, là, on pourra jouer ce que vous voulez jouer. Et ne pas s'entendre parce que les enfants vont dire oh super. Non, forcément, ils vont avoir des émotions là-dedans. Ils vont être peut-être déçus, ils vont être tristes parce qu'eux, ils voulaient jouer avec moi. Et c'est moi qui a d'autres projets. Mais, c'est mon chien. Mais laisser l'enfant aussi honorer sa vérité. C'est-à-dire que ma vérité du moment, c'est je veux finir ce que je fais parce que je sens tout mon cœur là-dedans, c'est quelque chose d'important, je suis dans ce moment, je veux le finir. Et aussi honorer la vérité de l'enfant. Lui, il est triste, il est déçu parce que je ne joue pas avec lui comme il aurait voulu. Et accueillir cette émotion, lui dire oh, t'es triste, bien sûr t'es triste, t'aurais voulu qu'on joue ensemble et moi je te dis que j'ai d'autres projets. Viens, je peux te prendre dans mes bras pendant que tu pleures, je peux rester à côté. C'est ça, accueillir les émotions. C'est pas essayer de corriger la situation, c'est pas de se dire bon, ok, je vais finir plus tard, c'est plus important un enfant. Il faut rien réparer dans cette situation, elle est parfaite. Les deux sont dans le respect de qui ils sont. On peut juste offrir notre épaule physique ou émotionnelle à notre enfant et de dire généralement, quand on est ouvert à l'émotion qui vient, quand on ne se protège pas, quand on ne se dit oh, je ferai autrement, je ne veux pas, je veux pas aller pleurer. Mais quand on est ouvert, quand on dit viens, parce que la tristesse est tout aussi légitime que la joie. Viens et on offre son soutien. Juste, je suis à côté, je te vois dans ta douleur, qui est justifiée. Il y a de quoi être triste. Ça prend de quelques secondes à quelques minutes et ça passe. Et un enfant se lève et hop, il est plein de ressources, il va trouver autre chose. Et quand vous aurez fini ce que vous avez fini, et vous allez être ressourcé de l'intérieur et fier d'avoir eu ce respect pour vous, cet amour pour vous, d'avoir respecté ce qui est vrai pour vous dans ce moment-là. Vous allez arriver dans ce moment avec un enfant, mais avec tellement d'amour que vous allez le noyer là-dedans. C'est très différent comme si vous avez mis de côté votre travail et vous allez dire ok, jouons maintenant. Mais vous n'y êtes pas. Vous y êtes physiquement peut-être, mais dans votre tête, vous êtes loin et en plus vous lui reprochez d'avoir voulu jouer avec vous. Si seulement elle n'avait pas voulu jouer avec moi, pourquoi elle a dû avoir cette envie de jouer avec moi? Vous vous reprochez à vous-même de ne pas avoir respecté vous-même. Et donc, pour moi, la conscience, c'est ça. C'est à tout moment, j'honore qui je suis. Et donc, je pense que c'est, comme tu dis, comme c'est la même chose, hein, que ce soit l'amour conscient ou la parentalité consciente ou la vie consciente, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, je suis qui je suis et je laisse l'autre être qui il est. Il n'y a pas de jugement là. Alors Renata, je sais que tu es une grande lectrice. Est-ce qu'il y a des auteurs, des spécialistes ou un livre qui t'a marqué dans ta réflexion sur la parentalité connectée ou en conscience? Il y en a beaucoup. Celui qui me vient toujours à l'esprit en premier, c'est Alf Kohn, et je crois que son livre est traduit en français aussi. Il est américain, qui a écrit un livre qui s'appelle La parentalité inconditionnelle. Et dans ce livre, il explique comment, sans condition, aimer son enfant. Et pareil, quand on dit comment sans condition aimer son enfant, ça s'applique à tout plein de gens. Comment sans condition aimer son mari, comment sans condition aimer ses parents, comment sans condition aimer l'autre être humain. Mais il y a plein de points de vue très pratiques pour les parents. Par exemple, maintenant qu'on a compris que la punition, punir un enfant, c'est pas bien, qu'il y a d'autres moyens avec lesquels on peut se mettre d'accord avec un enfant. Mais il y a plein de parents qui utilisent, par exemple, le système de récompense.
Parce qu'on se dit, mais c'est bien, c'est pas une punition. Si tu ranges ta chambre, le week-end, on pourra aller au cinéma, par exemple. Et donc, Alf, dans son livre, elle explique à quel point aussi c'est tout à fait nocif que la punition. Parce qu'on enlève la motivation interne de l'enfant de faire les choses parce qu'il veut les faire, parce qu'il y voit le sens, parce qu'il comprend pourquoi c'est important pour lui et toute la famille. Et il apprend à faire les choses juste parce qu'il y a quelque chose qui va retomber comme récompense de l'extérieur. Ça peut être un cinéma avec les parents, ça peut être un plus de temps supplémentaire devant l'ordinateur, ça peut être une glace, quelle que soit la récompense qu'on invente en tant que parent, ça vient vraiment détruire cette motivation pure, cette énergie pure que les enfants ont à eux de faire les choses vers l'intérieur de l'extérieur parce qu'ils se sentent animés par ça, parce qu'ils veulent le faire, parce qu'ils voient l'impact que ça a dans l'organisation de la famille, par exemple, s'ils ne rangent pas leur chambre, que donc c'est plus de temps pour, par exemple, maman ou papa, qu'ils sont peut-être pas contents, qu'ils sont peut-être pas prévus de faire ça, qu'ils font peut-être pas sur le temps qu'on aurait pu tous jouer ensemble. Quand un enfant comprend que le vrai prix, c'est du bon temps avec les parents et en famille, généralement, les motivés de l'intérieur, ils disent, je veux faire ça, je veux contribuer au bien-être de nous tous. J'aime quand on est tous ensemble, j'aime quand je passe du temps avec les parents, j'aime quand on se regarde dans les yeux et on s'aime. Et je veux aussi contribuer à ça. Je vois ce que font les parents tous les jours dans la maison. Je veux aussi apporter ma contribution à ça. Donc, ça marche beaucoup mieux que les récompenses. Donc, voilà, donc il y a plein de points de vue pratiques sur des choses qu'on croyait peut-être très bonnes et qu'on appliquait tous avec les enfants en disant, non, mais OK, ça, c'est pas la punition. Ça, au contraire, je le stimule, je le motive de l'extérieur. Et il explique dans ce livre que c'est tout aussi mauvais. Et justement, il donne d'autres moyens. Comment on fait quand on veut cultiver cette motivation interne de l'enfant, sans punition, sans récompense. Donc voilà, c'est le livre peut-être que je conseillerais et je sais surtout qu'il est traduit en français. Je t'écoute et évidemment, je repasse en mémoire toute la mauvaise éducation que j'ai donnée à mes enfants. Forcément, je ne vais pas être le seul, j'imagine. Alors, moi, c'est foutu, ils ont 27 et 23 ans. Et ceux de Sabrina, ils ont 18 et 19. Et je me dis la chose suivante. J'imagine parmi les gens qui nous écoutent là, un père ou une mère de famille qui a des enfants, mettons, de 14 ans, par exemple. Bon, c'est l'adolescence, c'est terrifiant. Pas toujours, mais parfois. Et imaginons que voilà, j'ai des enfants de 15 ans, 14-15 ans, et que je les ai élevés à l'ancienne, tant qu'ils étaient enfants. Et puis je t'écoute, je trouve ça génial, la parentalité connectée, consciente et tout ça. J'ai envie de le faire, mais voilà, c'est des ados maintenant. Ils ont été habitués autrement. Comment, comment tu le conseilles? Euh, donc, je t'entends ta question. Comment tu conseilles quelque chose qui serait assez facile à appliquer et dans 2 semaines, on serait sur ce nouveau chemin? Donc Non, là, je peux pas. Je sais, je provoque, je provoque. c'est Donc, pas ça. forcément, vu que la situation est comme elle est, donc la première peut-être chose par laquelle démarrer, c'est de se dire, je m'attends de rien de tout ça. C'est-à-dire, je viens pas avec une grande attente que là, je vais appliquer quelque chose, je vais essayer 2, 3 trucs et allez, hop, ça va changer. Donc, je viens déjà en me disant, c'est longtemps que c'est comme ça. Un enfant a un certain regard sur moi. Et donc, je m'attends à rien de ça. Je fais ça pas parce qu'un enfant change son point de vue sur moi, mais parce que j'éprouve un besoin de le faire. Moi, je sais qu'à partir de maintenant, je vais être comme ça dans notre relation. Est-ce qu'il va l'accueillir? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va s'ouvrir? Ça lui appartient. Mon implication, mon envie d'être dans la vraie relation avec mon adolescent maintenant, ça me regarde que moi. Parce que je suis au stade où j'ai compris que je ne veux plus être autrement. C'est important pour moi. À partir de maintenant, je vais être dans la relation, je vais être aimante, je vais être là pour lui, je vais être tolérante, je vais être dans la compréhension si c'est ce qui est important pour vous. Est-ce que lui, il va répondre à ça? Et quand? Ça, c'est entièrement dépendant de mon enfant et je dois respecter ça. Je ne dois pas venir et dire, t'as vu, je suis sympa avec toi depuis une semaine et toi, pourquoi tu ne me parles toujours pas? C'est son chemin et il le fera à son rythme et lui, il décidera comment elle veut le faire. Donc, le pourquoi je le fais est très important.
Si je le fais parce que ça m'est insupportable de voir qu'on a une mauvaise relation avec mon enfant et je veux qu'il vienne modifier son comportement pour que je me sente mieux, ça ne va pas marcher. On sera déçu parce que, comme je disais au départ, on ne peut pas contrôler d'autres gens ni à quel rythme ils vont arriver dans la relation. Mais si ma motivation, si le pourquoi c'est je le fais parce que c'est qui je veux être à partir de maintenant. À partir de maintenant, je veux être une maman en qui il aura toujours soutien, sans jugement. Je veux m'intéresser à lui, je veux savoir qui il est, malgré le fait qu'il fait des choses qui me déplaisent, par exemple. Je suis contre et lui, il fume. Je sais ça. Je viens dans la relation, je n'ai pas changé mon avis. Je pense toujours que c'est pas bon de fumer, de jojo, et lui, il fume. Mais je veux être en relation avec mon enfant qui fume. Je ne veux pas l'éliminer, cette partie de lui, et disant, oui, mais je sais pas, fume quand je vois pas, ne fume pas ici, tu sais ce que j'en pense, c'est énervant, est-ce que tu peux vraiment pas changer? Je fais de l'espace dans moi parce que comment je puis savoir qui est utile dans sa vie? Peut-être que ce moment-là où il fume maintenant, un jour, grâce à ça, il va se rendre compte des choses et plus tard dans la vie, il aura peut-être, je ne sais pas, une association qui va aider les jeunes à quitter, à fumer. Je ne sais pas de quoi sa vie sera faite. Si je déduis que puisqu'il fume maintenant ou il fait autre chose, un autre comportement destructif, et ça veut déjà dire quelque chose sur sa vie, je le juge. Et surtout que je suis juste un humain comme lui et je cherche aussi tous les jours mon chemin dans tout ça. Et ça fait peut-être partie de son chemin. Je suis qui pour juger ou pour savoir mieux? Combien de gens, quand je croise avec les gens dans la rue et j'entends la fumée, par exemple, moi je me dis, mais le rôle de cette personne qui a fumé ce matin, et c'est réducteur, mais le rôle de cette personne qui a fumé ce matin, c'était de me rappeler à quel point je n'aime pas la fumée et à quel point je ne vais jamais fumer. On revient toujours à la même chose, on est tous connectés. On ne peut pas déduire d'un comportement qui nous déplaît chez notre enfant que ça veut dire que sa vie sera finie, qu'il s'en sortira jamais, qu'après c'est la drogue et après c'est encore autre chose. Donc voilà, si je décide que moi, je veux dans la relation être cette personne-là, je veux avoir le regard ouvert, je veux la relation avec mon enfant, je veux être un soutien pour lui, tout en respectant mes limites. Il ne faut pas que je me trahisse. Je m'honore aussi, qui je suis. Donc sa réponse à lui devient pas du tout importante en fait. Parce qu'on ne vient pas dans la relation en espérant que lui, il va faire quelque chose et on va se sentir mieux et finalement, j'aurai cette image de moi qui sera rétablie. Finalement, moi aussi, je suis une bonne maman. Je viens parce que je ne peux pas faire autrement. Alors, j'ai beaucoup apprécié ta réponse et je me suis rendu compte que j'avais mal posé ma question. En fait, tu parlais tout à l'heure de la motivation intrinsèque par rapport à la motivation externe. Et la question que je me posais et que je n'ai pas du tout posée en fait, c'est de dire, est-ce qu'un enfant qui a été élevé pendant des années dans la Okay. motivation externe Mhm. peut, à un moment donné, basculer dans la motivation intrinsèque? En fait, c'est ça mon questionnement. Je comprends. Il y a plein de parents qui disent mon ado, rien ne l'intéresse. Rien. Il ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas ranger sa chambre, il ne veut pas être avec nous, il est tout le temps dans son ordinateur ou son écran, et il fait quelque chose, et rien ne l'intéresse. En gros, rien. Sauf si vraiment le motif de l'extérieur est là, éventuellement on peut faire quelque chose ensemble. Et quand on dit que rien ne l'intéresse, en réalité, ce qu'on dit, c'est que rien de ce qui nous intéresse ne l'intéresse. Rien de ce que nous, on trouve bon à faire, bon à voir, lui, ça ne l'intéresse pas. Mais il n'y a pas un seul adolescent qui n'aurait pas quelque chose qui le fait vivre. Donc ça peut être skateboard, ça peut être de la musique, ça peut être certains groupes, ça peut être tout plein de choses, mais il y a toujours quelque chose, toujours. Ça peut être le même écran. Et donc, quand on dit écran, les parents disent ah non, 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 écran, mais c'est le diable, il ne faut pas à l'écran, il y a trop d'écrans, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Mais justement, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Les choses qu'il regarde, les films, les sites où il va, ce n'est pas par hasard. Si vous demandez à votre adolescent, c'est quoi ta chanson préférée, par exemple? C'est quoi ton film préféré? Ce qu'il va répondre, s'il va vous répondre, c'est pas le film et c'est pas la chanson qu'il va choisir par hasard. C'est quelque chose qui répond tellement à ses recherches internes de qui il est. L'adolescence, c'est de savoir qui je suis.
j'ai finalement compris que les parents, c'est plus les dieux que je croyais quand j'étais petite. Ils sont tout plein de défauts eux-mêmes. Ils n'ont rien compris d'autre dans la vie plus que moi. Donc maintenant, dans tout ce chaos, je dois savoir qui je suis moi. Et donc l'adolescent cherche tout le temps, je suis qui? Quelle est ma valeur? Quelle est ma mission? Qu'est-ce qui m'anime? Et donc, les chansons qu'ils écoutent, les films qu'ils regardent, les jeux qu'ils jouent, ça dit beaucoup de choses, ça révèle beaucoup de choses sur qui ils sont dans ce moment-là. Et si on veut vraiment la relation avec un enfant, on peut y aller par là, par qui tu fais en ce moment, ce que tu fais, etc. Et donc la motivation, je reviens à la motivation. D'où vient la motivation? Si on veut que notre enfant soit motivé à aller à l'école, mais ce n'est pas du tout son intérêt, on peut pas donner la motivation à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie. On ne peut pas. Mais on peut cultiver la motivation qu'il a pour quelque chose. On peut y donner de la valeur, nous, en tant que parents. On peut voir que, ben, en fait, j'avais tout un agenda, j'avais tout un manuel de comportement pour mon enfant. Il ne sait peut-être même pas, mais moi, j'avais tout un truc pour lui. Hein. Moi, j'avais imaginé qu'il va finir ses études, il va continuer. Après, il aura ce travail, bien sûr. Il va se marier, il aura des enfants, il sera heureux et nous, on pourra voir les grands-parents très facilement. Sans se rendre compte, j'avais déjà tout ce programme pour lui. Et quand mon ado me dit, finir les études, je ne veux même pas aller à l'école. Là, en ce moment, je suis très dans skateboard. Et nous, on se dit, ben, c'est la catastrophe, c'est tout, la vie est finie. Maintenant, il faut que je lui trouve de la motivation pour qu'il aille à l'école. Et ça, c'est une tâche perdue d'avance. Mais si j'approche mon ado avec, ben, tu sais quoi, j'ai jamais osé de ma vie faire du skateboard et je pense que je vais me faire mal et j'ai déjà peur d'avance, mais tu peux me montrer quand même. Je vais venir avec toi. Je ne vais pas aller dans la rue, hein, mais dans notre cours. Hein. Tu peux me montrer deux, trois trucs. Il sera ravi. Il ne va pas croire ses yeux, en fait. Au début, ça va lui faire peut-être bizarre. Il se dira, vraiment? Il aura peut-être du mal à y croire, mais il sera ravi de vous montrer ce qui l'anime de l'intérieur. Et c'est en allant dans son monde et en étant accepté dans ce monde petit à petit, vous pouvez voir comment ça peut s'éteindre vers l'extérieur. Vous pouvez avoir des discussions avec lui. Que si votre ado vous dit, mais tu sais, maman, je veux être un skateboard professionnel. Si votre première action n'est pas de dire, oh mon Dieu. Si vous êtes sincèrement curieux et si vous ouvrez vraiment la discussion sur lui, vous allez comprendre pourquoi c'est important pour lui. Peut-être qu'il cherche de l'admiration. Peut-être qu'il ne trouve pas sa place dans le groupe de ses amis qu'il a. Peut-être que personne ne le remarque. Ou peut-être que vraiment il veut faire ça et que plus tard, peut-être vraiment il sera le skateboard professionnel, il participera dans les concours. Vous n'en savez rien, mais ça vous donne la peur d'entrer pour comprendre qu'est-ce qui vit dans son cœur. Et c'est comme ça que vous pouvez le motiver. Avec votre soutien, avec votre conversation, en disant, OK, tu veux faire ça pour ta vie, pour gagner de l'argent. Tu sais, pour être à ton compte, il faut aussi le minimum quand même de compréhension comment ça marche. L'économie, comment ça marche l'offre, comment ça marche la demande. Il faut des marchés, il faudra peut-être créer un site web. Je pense qu'il te faut quand même des connaissances. Je ne dis pas qu'il te faudra tout ce que tu apprends à l'école, mais tu peux aller à l'école en te disant, ça fait partie de mon chemin pour être skateboarder. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Ça fait partie du chemin, ce n'est pas quelque chose qui le contrarie. Ça fait partie du chemin. On va te quand même donner des connaissances qui te seront utiles. Mais cette discussion n'est possible que si on relie les deux, c'est-à-dire que si on laisse tomber notre agenda pour notre enfant et si on va là où il est en ce moment, là où il se trouve, et on l'appuie de là. C'est comme on dit l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. En fait, l'herbe est plus verte là où on l'arrose. Si on arrose qu'il y a déjà un enfant, ça ne peut que grandir et se développer. Et cette motivation, quand on a dans une activité, on peut aussi l'exporter vers d'autres choses si on montre à un enfant l'intérêt de tout ça. Que c'est bien d'avoir la passion dans la vie, mais il faut aussi quelques outils pratiques quand même pour mettre ça en place. Parce que juste la passion, elle peut aussi s'arrêter juste à ça, juste la passion, mais tu veux vraiment faire ça et tu veux te faire connaître et tu veux faire des compétitions, etc. Il te faudra aussi des outils très pratiques et à ça, l'école ou les formations ou autre chose, ça sert à ça aussi. Moi, je m'interroge sur les ingrédients qui font que la connexion est possible. Quels sont les ingrédients qui
qui permettent ça? Ou alors, si on retourne le paradigme, quels sont les éléments qui empêchent d'être connectés? Donc, les deux critères de base qu'il faut pour une connexion, c'est deux êtres humains. Ça suffit. Ça suffit. Il faut juste qu'il y ait deux êtres humains. Maintenant, ce qui empêche ces êtres humains d'être en connexion, d'ailleurs, j'ai un super tableau dans mon séjour. Il y a une exposition d'art qui se passe tous les États aux États-Unis, tous les ans aux États-Unis, qui s'appelle Burning Man, je crois. Et une année, un sculpteur ukrainien a fait deux sculptures. Donc, il y a d'énormes silhouettes humaines, deux humains assis et ils tournent le dos l'un à l'autre. Donc, ils ne se voient pas, ils sont tournés comme ça. Il y a un assis et l'autre assis. Ils sont deux grands êtres humains, donc deux adultes assis, le dos comme ça, contre dos, ils ne se regardent pas. Et à l'intérieur d'eux, il y a deux mini-silhouettes. C'est leurs deux enfants internes qui sont retournés vers l'autre et qui tendent les mains vers l'autre. Et ça s'appelle l'amour. Et le message de ça, c'est que tout ce qui fait de nous adultes, c'est-à-dire nos convictions, notre ego, tout ce qu'on croit sur la vie, ça nous empêche de se connecter avec l'autre. Parce que l'enfant interne qui est à l'intérieur, il veut juste être léger, il veut du jeu, il veut du fun, il veut parler, il veut communiquer, il veut être dans la relation. Mais nous, en tant qu'adultes, on se rend tellement important avec, on croit que nous, on a raison, et il n'y a que nous qui avons raison, et on sait mieux que l'autre. Et ça nous empêche de communiquer. Donc, ça, c'est une réponse imagée à ta question. C'est-à-dire que ce qui nous empêche vraiment de communiquer, chaque fois, c'est ce manuel de comportement qu'on a pour l'autre. Voilà, on veut un certain nombre de choses de nos enfants. On veut qu'ils se comportent d'une certaine manière. On veut qu'ils veuillent parler avec nous tout de suite quand ils rentrent après l'école. Et s'ils se tait après l'école, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu ne veux pas me parler? Mais là, je viens de chercher, là, on peut passer un moment ensemble et tu ne dis rien parce que ça ne se passe pas comme nous, on l'avait imaginé. Notre mari qui rentre pareil, tu as dit que tu allais faire ça et tu ne l'as pas fait. Donc, on a le manuel de comportement pour tout le monde. On s'imagine comment tout le monde devrait se comporter selon nous. Et très souvent, déjà, les enfants ne sont même pas au courant qu'on a un manuel pour eux. Non pas qu'ils le respecteraient, mais déjà, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant que quand je les récupère à l'école, ils doivent me parler. Hein. Mais dans ma tête, c'est évident. Mais bien sûr, vous pouvez tout me raconter là. Vous devez me raconter comment ça s'est passé l'école. Donc, le manuel, si on peut vraiment laisser tomber ce manuel, si on peut le brûler, si on peut se dire que ce que je veux avec l'autre, c'est le remarquer, être avec lui là où il est dans ce moment-là, et je veux juste un moment avec lui ensemble. La connexion serait très facile. Ce qui nous chaque fois fait piège, c'est qu'on arrive dans le moment déjà avec notre agenda. Je m'attends que ça se passe comme ça, on va parler de ça d'une certaine manière, il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de mécontentement, ils ne vont pas se bagarrer entre eux, c'est-à-dire on a tout, une liste entière de comment ça doit se passer. Et quand on a une liste entière de comment ça doit se passer, ça se passe toujours mal parce qu'on est déçu. C'est pas comme on avait imaginé. Et donc, et donc voilà. Donc, se retourner toujours vers soi, qui je suis dans ce moment-là, être clair ce que je veux de cette rencontre-là. Et si on dit que je veux juste une relation, je veux juste qu'un autre être humain, mon enfant, me laisse toucher un peu à lui, à qui il est, à ce qu'il vit dans ce moment-là, toucher un peu à son cœur, toucher un peu à son âme, à voilà, je veux juste ça. Je veux faire partie de son monde magique. Je veux qu'il me laisse y entrer, être un peu là-bas et ressortir. Si je veux que ça de la relation, c'est très facile à faire. Parce qu'il suffit d'être nous-mêmes et laisser l'enfant d'être qu'il est aussi. Nata, comme je disais tout à l'heure, on t'écouterait pendant des heures. Là, ça fait déjà une heure. Oui. Tu as préparé un atelier. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Un atelier pratique? Oui, donc c'est pour répondre peut-être à toutes ces questions sous-jacentes qui sont, mais je démarre par quoi? Maintenant, je me suis rendu compte que, voilà, je voudrais aller vers ça et je démarre par quoi? Et donc, il y a un atelier, un exercice qui s'appelle le temps à part, le temps spécial avec mon enfant. Donc, on le fait juste avec un enfant, pas avec tous les enfants ensemble, si vous avez plusieurs enfants. Et c'est quelque chose de très facile à mettre en place.
Il ne demande pas que vous inventiez la 25e heure dans la journée. Il suffit juste le temps que vous avez dans la journée. Il ne faut rien changer dans l'agenda. Il ne faut rien se préparer. Il ne faut aucun matériel, espace spécial que la maison dans laquelle vous habitez. C'est facile à mettre en place. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Vous pouvez démarrer avec aussi peu ou beaucoup comme 5 minutes par jour et pas tous les jours si vous n'avez pas le temps. Donc, c'est vraiment à vous de décider de mettre en place. Et donc, comme résultante de cet exercice, cette connexion, ce temps, etc., fera en sorte que vous allez finalement voir, entrevoir quelque part la fenêtre, la porte, une cabane quelque part avec un petit trou, de comment approcher et rentrer dans le cœur de votre enfant et aussi lui ouvrir un peu le vôtre. Moi, j'aime beaucoup cet exercice. Il est aussi simple que profond. Il est très simple et à faire, facile, et à la fois, c'est différent de ce qu'on peut voir par ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. Ça peut être fait avec un enfant et avec un adolescent également, Tout à fait. j'imagine? OK, superbe. Et qu'est-ce que tu as proposé aussi d'offrir, un bonus pour, la communauté des personnes qui auront acheté le coffret? Est-ce que tu peux Oui, nous en dire un peu? les personnes qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent poser une question ou expliquer une situation qui est très douloureuse dans leur famille et qui ne savent pas comment l'aborder, parce que les situations, très souvent, elles durent, elles durent, elles durent, et donc chacun prend un peu sa position et on rentre dans la dynamique, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, tous ceux qui veulent aller plus loin, plus en profondeur, demander comment on fait aussi, comment s'appliquer ça dans la pratique. Donc, j'offre à tous ces gens-là une consultation à un prix réduit de 40 €, une consultation qui dure 1 heure et il faut se déplacer nulle part. On peut se connecter via Zoom depuis votre maison, donc c'est très pratique. Et vous pouvez être à 2 si vous voulez, c'est-à-dire que s'il y a et papa et maman qui veulent participer, c'est bien. Sinon, vous vous souvenez, à chacun son rythme et à chacun son chemin. Superbe, donc 40 € la consultation et autant de consultations, voilà, Oui, pour un nombre de consultations illimité. Super, merci Renata. 40 € au lieu de habituellement? 60. Super, bah C'est merci. 30% de réduction, c'est quand même Merci, merci. assez fort. Super. Merci beaucoup, Renata, pour tout ça, pour ces cadeaux et puis pour ce cadeau que tu nous as fait en nous expliquant ce que c'était que le projet Parents Connectés et comment s'y prendre pour élever les enfants pour tous ceux qui en ont encore d'assez petits, qui sont encore à la maison. Voilà. Merci, c'était vraiment, vraiment super. Ouais, merci Merci beaucoup, beaucoup. c'était passionnant. Merci à vous. Merci Renata. The way